Alors je suis d'abord heureux d'être avec vous pour cette réunion, première conférence euroméditerranéenne qui a été introduite de façon magistrale par le professeur Nahir qui a posé les problèmes dans la globalité et qui nous a donné une lecture, une clé de ce que pourrait être une véritable Méditerranée de la culture, une Méditerranée des échanges. Et c'est la raison pour laquelle le sujet que nous avons à traiter, nous tous qui sommes intéressés au problème du patrimoine, mais pas seulement, comme l'a dit très justement Frédéric Husseini, pas seulement le patrimoine qui est aujourd'hui reconnu grâce à la Convention de l'UNESCO de 1972 comme étant le patrimoine mondial, mais aussi le patrimoine du quotidien, le patrimoine traditionnel, l'architecture qui fait partie de notre environnement de tous les jours. Car souvent, on a tendance, depuis, et c'est un sujet sur lequel j'ai eu aussi à m'exprimer dans une réunion organisée par le Conseil de l'Europe, on a tendance aujourd'hui, lorsque l'on rencontre des décideurs, lorsqu'on rencontre des personnes qui sont en charge des politiques de développement urbain, et qui disent, et je citerai même une discussion que j'ai eue grâce à la pause café avec une collègue turque, que s'il n'y a pas de buffer zone, s'il n'y a pas la fameuse zone tampon autour d'un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial, on peut faire n'importe quoi. Et nous sommes confrontés, tous ceux qui travaillent dans ce domaine, nous sommes confrontés à de vrais problèmes aujourd'hui de destruction de l'architecture traditionnelle, de transformation radicale de cette architecture traditionnelle. Et la question qui m'a été posée, c'est est-ce que cette architecture traditionnelle a une valeur ou des valeurs? Et il est vrai que lorsqu'on regarde aujourd'hui la situation du patrimoine à l'échelon mondial, qu'il s'agisse d'éléments du patrimoine industriel, du patrimoine rural, la même question se pose, faut-il les préserver? Faut-il conserver cette architecture? Ou bien lui donner une autre affectation? Est-ce que cette architecture répond aux besoins de nos jours, aux besoins du quotidien actuel? Au cours de ces dernières années, on assiste à ce genre de débat, et en même temps, grâce à la société civile qui a été évoquée tout à l'heure par Sami Nahir, mais à une société civile qui s'est passionnée pour le patrimoine, les amis d'eux, l'association de protection d'eux, toute cette action de la société civile a permis aujourd'hui de mettre en lumière une prise de conscience de l'importance de ce patrimoine, jusqu'à parfois être amené à être considéré comme faisant un peu d'abus. Et il y a eu, si vous en souvenez, une rencontre organisée il y a quelques années au ministère de la Culture français dans le cadre de ce qu'on appelle les entretiens du patrimoine, et le titre d'un de ces entretiens, c'était « L'abus patrimonial ». Est-ce que nous sommes en train d'aller vers une situation où nous voulons absolument tout conserver, et dans ce cas, nous sommes un peu considérés comme des personnes voulant absolument tout garder, alors qu'il y a la nécessité du changement, la nécessité du développement. Et c'est pour cela que lorsqu'on aborde la valeur du patrimoine architectural, telle que se pose cette question, n'est pas seulement la motivation morale, ni même la notion d'utilité ou de fonctionnalité qui est en cause, mais c'est un problème d'identité. Et tout à l'heure, j'étais extrêmement heureux, je l'ai dit au professeur Sami Nahir, je crois qu'il a posé dans la globalité de son approche la notion d'identité qui est fondamentale et qui est liée à la notion de patrimoine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a parfois senti dans certaines publications, dans certains discours, on parle de patrimoine mineur. Et j'étais présent dans une des
interventions du ministre Douste Blazy lorsqu'il était ministre de la Culture, justement à l'ouverture d'une de ces rencontres qui s'appelle les Entretiens du patrimoine, où il a parlé, à côté du patrimoine majeur, il y a le patrimoine mineur, des lavoirs, des petits moulins, etc. Et je suis allé le voir. Et je lui ai dit, vous savez, monsieur le ministre, venant de votre bouche, de la part d'un politique, utiliser le mot patrimoine mineur peut représenter un véritable danger, parce qu'il peut être interprété comme étant un patrimoine qui n'a pas de valeur. Donc voilà déjà un premier aspect sur lequel je voudrais attirer l'attention et dire qu'il ne faut pas faire, surtout nous qui sommes chargés de travailler, architectes, archéologues, historiens de l'art, chargés de travailler sur le patrimoine, ne pas faire du patrimoine un patrimoine à deux vitesses. Et j'ai même écrit une fois un papier dans lequel j'ai comparé cette vision à ce qui existait en Algérie après la Seconde Guerre mondiale, le premier collège et le second collège. Et j'ai dit, on est en train de créer une situation un peu similaire, où on aura un patrimoine qui fait partie du premier collège et un patrimoine qui est au contraire au second collège. Alors je crois que c'est un point important, et cela fait partie vraiment de cette notion de valeur que nous devons examiner, que nous devons reconnaître au patrimoine traditionnel, en commençant déjà par les matériaux de ce patrimoine traditionnel. Quels sont les matériaux qui sont utilisés? Et vous le savez, l'un des exemples les plus célèbres de ces dernières années, de la fin du XXe siècle, a été celui de l'architecte égyptien Hassan Fethi, qui, durant toute sa vie, un peu comme Gilles Nourricier, a défendu avec vigueur l'habitat traditionnel, et en particulier l'habitat traditionnel en terre. Alors, c'est vrai qu'il a essayé de le démontrer par l'exemple, en créant un habitat en terre, le village de Gourna. Mais malheureusement, nous le savons, ni les moyens n'ont été mis à sa disposition pour développer et réellement montrer les avantages de l'architecture de terre dans le monde contemporain. Parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, je crois qu'il faut bien mettre les choses au clair. Lorsque nous parlons de ce patrimoine traditionnel, il ne s'agit pas de geler les sociétés qui vivent dans le patrimoine traditionnel. La société, les habitants qui vivent dans ces maisons de terre ou dans des maisons en bois, qui sont des habitats traditionnels, ont besoin et ont le droit absolument, comme toute personne aujourd'hui, à toutes les commodités. Donc cet habitat doit être adapté. Il doit y avoir un certain nombre d'interventions qui permettent d'aller vers la protection et la valorisation du patrimoine architectural traditionnel. Je signale entre parenthèses qu'il y aura une grande réunion en février 2008 au Mali sur l'architecture traditionnelle de terre. Donc, Hassan Fethi n'a pas réussi, mais son travail n'a pas été complètement oublié, même si, face à lui, il y avait les grandes forces des industries du ciment, qui malheureusement, et vous voyagez tous à travers le monde, et en particulier dans les pays du Sud, pas seulement de la Méditerranée, vous allez dans les pays asiatiques ou dans les pays d'Amérique latine, et vous voyez malheureusement ces habitats construits en parpaing et en ciment qui n'ont plus aucun caractère et qui n'offrent plus les mêmes commodités que l'habitat traditionnel. Le second exemple qui montre l'importance que les architectes accordent au patrimoine traditionnel, c'était la grande exposition qui a été réalisée à Beaubourg il y a quelques années sur l'architecture sans architecte, ou bien les architectes aux pieds nus. Cette exposition a été également révélatrice de l'intérêt de la préservation du patrimoine au quotidien, le patrimoine de tous les jours, mais ce patrimoine qui, évidemment, ne porte pas de signature, ne porte pas le nom ni de l'architecte, ni des maçons, ni des ouvriers qui l'ont réalisé.